Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 10 mars 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 18e épisode, nous avons la chance d'accueillir avec nous Valérie Bugeaud. Bonjour Valérie. Bonjour Akina, merci beaucoup de m'accueillir pour la deuxième fois chez vous. Eh bien, c'est vraiment un grand plaisir, surtout qu'aujourd'hui, on vous accueille dans la série Nouveau Monde, dans cette époque si complexe, si éprouvante. Eh bien, on va parler d'espoir, de solutions, avec l'initiative que vous avez lancée en décembre dernier, c'est Révolu Droit, sur révoludroit.fr, l'indispensable réforme des institutions françaises par le peuple et pour le peuple. Voilà une solution dont nous avons tous besoin et qui nous permet de nous réunir au-delà des divisions historiques trop nombreuses qui nous ont emmenés dans la situation actuelle. Je me permets, Valérie, de vous présenter rapidement quand même à la communauté pour ceux qui vous connaissent peu ou qui vous découvrent. Donc, Valérie Bugeaud, vous êtes chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique. Vos travaux, articles et vidéos sont en accès libre depuis plus de 10 ans pour informer et réinformer la population sur des sujets d'intérêt général. C'est vraiment un formidable travail d'éducation populaire que vous réalisez, Valérie Bugeaud, dans cette époque où le désintérêt et le désengagement politique est tristement devenu banal. Votre grand-père était un ancien résistant, on l'apprend sur votre site internet, un entrepreneur parti de rien et néanmoins doté de nombreux talents. Et donc, c'est dans la lignée de ce qu'il représentait en tant qu'homme et résistant et en tant qu'entrepreneur aussi que vous avez écrit une thèse trompeusement intitulée La cessation d'activité, étude de droit fiscal, à l'occasion de laquelle vous avez créé une théorie juridique unifiée de l'entreprise capitaliste. Cette théorie juridique réinventait, vous le dites alors à votre insu, les fondements de la participation que le CNR, le Conseil national de la résistance, et le général de Gaulle avaient à 2 fois tenté de mettre en place, mais avaient échoué dans sa mise en œuvre. Selon vous, les choses seraient totalement différentes, ça se serait passé vraiment différemment pour la France si son économie, sa nation avait mis en place ce principe de participation qui n'a malheureusement pas été mis en œuvre. Vous avez obtenu donc votre thèse de droit privé avec les mentions très honorables et les félicitations du jury, avec une condition exclusive quand même qu'il faut rappeler, c'est le fait que vous ne vous engagiez pas dans une carrière universitaire parce qu'évidemment, ces idées dérangent. La participation ne doit pas être instaurée ni enseignée en France. Et à la suite de cette expérience, vous avez exercé en tant qu'avocate dans le domaine fiscal, dans le domaine des prix de transfert. Voilà, vous avez travaillé pendant quelques années dans ce domaine, mais vous vous sentiez en décalage par rapport à vos valeurs avec le milieu professionnel que vous fréquentiez. Et donc, vous avez préféré assez rapidement arrêter cette carrière. Et dès 2009, vous avez cessé définitivement vos activités d'avocate pour vous consacrer uniquement à diffuser auprès du grand public, non averti, le résultat de vos travaux de recherche et vos découvertes juridiques et politiques dont vous allez nous faire part aussi aujourd'hui. Et après avoir œuvré donc toute votre vie à réinformer les gens et défendre la liberté, vous avez lancé en décembre dernier Révolu Droit. Voilà, c'est vraiment une révolution par le droit pour mettre en œuvre la réforme des institutions dans notre pays dont il a tant besoin. Et vous nous mettez à profit, donc à l'échelle populaire, à l'échelle citoyenne, vous mettez à profit, vous nous partagez ces recherches, cette expérience, cette expertise pour nous permettre tous de devenir des citoyens acteurs de la cité et plutôt que de voir en permanence ce qui ne va pas et se plaindre des réalités évidemment dramatiques que nous vivons actuellement, et bien revenir à la cause des causes, aux racines du mal, la structure politique et sociale actuelle qui nous a emmenés dans le mur dans lequel nous sommes actuellement. Donc, je vous propose un échange en 3 temps cet après-midi. Vous pourrez retrouver évidemment tous les liens pour retrouver Valérie Bugeaud et Révolu Droit sur Internet sous la vidéo dans les heures qui suivent le podcast, la rediffusion. Et donc, un échange en 3 temps cet après-midi. Dans un premier temps, on va revenir très rapidement, c'est pour introduire notre échange. On va revenir sur quelques constats sur le désordre mondial et sur la démocratie. C'est simplement pour contextualiser vraiment l'initiative, donc Révolu Droit. Et ensuite, on rentrera dans la deuxième partie qui sera le cœur de cet après-midi de notre entretien, donc autour de cette initiative Révolu Droit pour cette réforme indispensable des institutions françaises. Et dans une troisième partie, on encouragera les citoyens, les auditeurs à agir, voilà, plutôt que simplement se plaindre et se reposer sur ses lauriers alors qu'on est au pied du précipice, et bien devenir acteur de la cité, prendre en main les choses, parce que oui, nous avons un pouvoir populaire, un pouvoir individuel, et si on s'unit pour une cause commune, on peut évidemment faire évoluer la situation actuelle. Merci encore à vous de prendre ce temps-là, c'est vraiment un grand plaisir, et merci à la communauté qui est présente cet après-midi avec nous. N'hésitez pas à partager pour nous soutenir. Donc tout d'abord, oui, vous vouliez dire ? Mille merci Akina.
Vraiment, c'est ça qui est beau sur le front médiatique, c'est vraiment un plaisir partagé pour les invités et pour les animateurs, journalistes, citoyens de ce média. Donc j'aimerais commencer notre échange en partant du réel, pour montrer, et démontrer la nécessité, la pertinence et la puissance de Révoludroit.fr que vous avez lancé donc en décembre dernier. Il est nécessaire, je pense, de rappeler rapidement la réalité de l'instabilité actuelle généralisée, un des défis présents que nous avons à relever collectivement. Alors pouvez-vous, dans un premier temps, pour introduire notre échange, rappeler selon vous quels sont les grands défis, les défis principaux qui sont devant nous, avec votre regard systémique hein, qui intègre vos domaines d'expertise, le droit, le monde économique, les enjeux géopolitiques pour ne citer que, et quelles sont donc selon vous les grandes racines des maux et du désordre mondial que nous connaissons actuellement. On ne va pas évidemment faire le tour de la question aujourd'hui, hein. J'encourage les auditeurs à consulter vos nombreux entretiens, entrevues hein, précédents qui sont disponibles sur votre site internet. Mais voilà, c'est pour contextualiser et proposer aussi une synthèse introductive qui permet de mieux comprendre la naissance de Révolu Droit. Mmh. Alors, oui, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas trop comment, commencer à l'aborder parce qu'effectivement, il est lié aussi à mon histoire et il est lié évidemment à l'histoire de la France, il est lié à l'histoire de l'Occident, il est lié à l'histoire tout court. Et je sais qu'hier, vous avez reçu Marion Sigaud, hier ou avant-hier, et effectivement, Marion fait très justement remonter la source des problèmes que nous connaissons aujourd'hui qui sont en fin de parcours. C'est-à-dire que maintenant, les problématiques ont éclose. Donc, on est l'époque qui a réalisé les promesses finalement qui ont émergé au siècle des Lumières. Et c'est pas un hasard parce que le siècle des Lumières a été une période de grande découverte, comme chacun le sait, donc de grandes avancées à la fois technologiques, d'ouverture, de nouvelles ouvertures sur le monde et une ouverture sans limite. C'est-à-dire que tout d'un coup, les intellectuels se sont sentis pousser des ailes en pensant qu'ils pourraient faire table rase de toutes les contraintes naturelles qui s'imposaient, qui s'imposent de façon spontanée à nous, aux humains et en général à la vie sur Terre. Donc c'était une illusion. Maintenant, je pense qu'on est en mesure de le constater dans toute son ampleur. Donc effectivement, les racines premières viennent de là. Mais elles viennent aussi du fait que cette période des grandes découvertes a été la période où le pouvoir des banquiers a commencé à se cristalliser et à empiéter par le biais de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, sur le pouvoir politique. Et à partir de ces moments-là, donc il y a eu toute une gestation, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain, mais à partir de ce moment-là, et en particulier à partir du moment où l'Angleterre a commencé à avoir des velléités impériales, c'est-à-dire à partir du moment où Cromwell a commencé a pris les rênes du pouvoir, eh bien, je dirais que le système financier qui a développé un système économique a commencé à fusionner avec le système politique. Et ce qui est arrivé en premier lieu en Angleterre s'est répandu au niveau international. Je dirais que la France a été la première victime, après la population anglaise, la population française a été la première victime de cette prédation, de ce système de prédation qui s'était mis en place en Angleterre. Et puis, tout au long du 19e et du 20e siècle, c'est le monde entier qui fut à son tour victime, c'est-à-dire qui a subi les contraintes de ce système hégémonique. Donc, ce système hégémonique tourne autour de plusieurs choses, hein, autour d'un système politique axé sur le parlementarisme représentatif et les partis politiques, autour de l'existence de banques centrales, autour de la suprématie d'un système juridique qu'on appelle le système anglo-saxon, mais que je décris comme étant un système ajuridique, parce que c'est un système, un outil pour l'hégémonie et la prédation au service des grands banquiers, mais qui a pris une coloration idéologique, qui s'est instaurée par la soft law en mettant en avant des valeurs d'indépendance, de liberté, etc. Mais sachant que la liberté en question était essentiellement celle du commerce, et que derrière la liberté du commerce se trouve la loi de la jungle, c'est-à-dire que les plus gros mangent les plus petits.
Et ça, c'est tout un système qui s'est mis en place et qui a trouvé une résonance au niveau international, en particulier à partir de l'instauration de l'OMC, bien qu'il y ait eu évidemment, il y avait le GATT avant, il y avait déjà eu des velléités de monnaie mondiale avec la livre sterling, la zone livre. Enfin, c'est toute une longue évolution, si vous voulez, mais qui s'est caractérisée par une concentration et une centralisation des pouvoirs, d'abord bancaires, ensuite le développement d'un système économique que j'appelle de nature hollando-britannique, qu'on a appelé le capitalisme, mais qui est une version très spécifique du capitalisme, qui est une interprétation du capitalisme dans sa version purement prédatrice, dans une version exclusivement prédatrice. Mais évidemment toujours enrobé de beaux discours de droits de l'homme, de liberté individuelle, etc. Sachant que ces discours-là sont toujours des discours fallacieux, dans la mesure où il n'y a pas de droit sans devoir, et que ce système n'a eu de cesse que de mettre en avant les droits des uns, les droits des uns, les droits des uns, de façon à diviser pour mieux régner. Donc en réalité, on est entré dans un véritable système dans lequel tous les éléments s'imbriquent pour se renforcer les uns avec les autres, et qui fait que pendant très longtemps, disons, les victimes de ce système ne concevaient même pas qu'ils étaient dans un système, puisque les choses s'imbriquaient finalement relativement spontanément les unes avec les autres. Donc les évolutions pouvaient passer pour naturelles alors qu'elles étaient totalement artificielles, puisque déterminées par des fondamentaux eux-mêmes artificiels. Mais ça n'apparaissait pas clairement, et je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, on est arrivé au stade auquel finalement les ficelles, vous savez, comme quand vous êtes dans un théâtre de Guignol, vous arrivez à voir ceux qui manipulent en arrière. Aujourd'hui, on est arrivé à une période où justement les manipulateurs et les ficelles commencent à se voir. Donc c'est à la fois, c'est ce qu'on appelle une crise, c'est-à-dire c'est à la fois une période de grand danger et une période de grande opportunité. Opportunité pour les populations de s'émanciper de cette hypnose collective dans laquelle ce système, qui est un système à la fois politique, économique, social, juridique, donc qui est un système en lui-même, c'est-à-dire autonome, et qui embrasse toutes les activités humaines, en fait, dans lequel ce système a plongé les gens. C'est une véritable hypnose. Vous vous retrouvez dans une espèce de, comment dirais-je, un tunnel sans jamais voir le jour. Et je dirais que plus l'époque avance, plus le tunnel devient noir, plus on s'enfonce au centre de la Terre, et moins on a la possibilité de revoir un jour le jour, de revoir à un moment le jour. Donc l'idée qui a dirigé tous mes travaux, c'est celle en fait, c'est à l'occasion de toutes mes recherches et de mon travail à la fois universitaire, académique et après sur le terrain, c'est la façon dont j'ai découvert qu'en réalité, rien n'était naturel, rien n'était... il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de démocratie. Donc j'ai compris en fait que tout ce système était une imposture politique et une imposture économique. Et en réalité, mes travaux sont partis de l'entreprise, justement. Et c'est en comprenant que l'entreprise elle-même était une compréhension fallacieuse de la problématique de l'activité économique dans un groupe, en tout cas que sa traduction juridique en termes d'entreprise capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui était une imposture, qui m'a fait justement créer cette théorie juridique unifiée de l'entreprise, qui est en réalité la réinvention, et ça je rigole moi-même à mes dépens, parce qu'à l'époque où j'ai soutenu ma thèse, je ne savais toujours pas que en fait j'avais réinventé la roue, quoi. J'avais réinventé exactement tous les tenants des aboutissants de ce qu'on appelle la participation, qui n'a jamais vu le jour, évidemment. Alors la participation peut-être finalement a pu être enseignée en sociologie ou autre, mais je vous garantis que quand on fait du droit des affaires et du droit économique et commercial, on n'a jamais entendu parler de participation. Donc j'ai réinventé tout ça et jusqu'au terme, parce que j'ai même parlé d'apporteurs de travail, ce que évoque justement la participation, sans jamais avoir su. Donc vous voyez, on peut réinventer des choses spontanément sans avoir eu d'influence.
Ça a été le point de départ, mais je dirais que j'ai compris très vite que le système politique était extrêmement corrompu. Mmh. Et ça, je le dois aussi à certaines expériences familiales, antérieures à ma génération d'ailleurs. Et puis aussi, après sur le terrain, je me suis rendu compte que le problème était loin d'être franco-français et qu'en Mmh. réalité, c'est tout le monde entier qui avait été mis en coupe réglée, en coupe économique réglée, où chaque État avait un rôle économique à jouer déterminé par les multinationales et non plus par les États. Donc ça, je l'ai compris assez tôt, je l'ai compris dans la deuxième partie des années 2000, de la décennie 2000. Et donc, je me suis dit, là, enfin, il est arrivé un moment où j'étais en complet décalage avec le milieu dans lequel j'évoluais. Il faut comprendre aussi que dans ces milieux très académiques, très conventionnels, les gens sont justement trop conventionnels, c'est-à-dire qu'ils sont incapables, ils se prennent, disons, comment expliquer ça clairement, euh, ils se prennent de passion pour des sujets secondaires en développant des compétences extraordinaires, mais sur des non-sujets, en fait, sans jamais comprendre le sujet principal. C'est à peu près des gens qui savent tout sur rien. Et ça m'a sauté très, très clairement aux yeux, ce qui fait que je n'ai jamais pu jouer le jeu. En plus de ça, je n'ai pas du tout une attitude spontanée de soumission et de Salam Alek, qui était, qui était finalement un passage obligé dans les milieux dans lesquels j'évoluais. Et donc j'étais en décalage, clairement, même un peu fascinée, même tout à fait fascinée par ces milieux, mais en même temps absolument pas je n'avais ni la volonté ni la capacité non seulement de m'y intégrer, mais en plus d'adhérer, parce que c'était la problématique pour moi, c'était d'adhérer sur le fond à un sujet qui m'était antinomique. Mmh. Puisque tous mes travaux et toute ma volonté a toujours été tournée beaucoup plus vers l'indépendance, comment dirais-je, la, la, capacité à raisonner en autonomie, Mmh. et puis aussi la vérité, la recherche de vérité, et aussi l'intégrité. Et effectivement, quand on creuse un peu, on travaille un peu dans ces milieux, soit de finance ou de droit économique en général, c'est-à-dire droit des affaires, fiscalité internationale, etc., on se rend compte qu'on est vraiment dans un monde à part. C'est-à-dire que les gens, que ce soit soit des hauts fonctionnaires ou des cadres supérieurs dans des cabinets et autres, sont des gens qui sont totalement soumis à un système, soumis à des volontés supérieures et soumis pour des raisons diverses et variées. Mais je dirais que, et en ça je rejoins absolument le constat d'Annie Lacroix, c'est-à-dire qu'il y a en France un fond, un arrière-fond de volonté de collaboration d'une façon générale, des élites qui ont été mises en place et qui sont loin d'être de véritables élites, au sens où elles n'ont pas l'indépendance requise pour se prévaloir de ce qualificatif, à mon avis. Merci beaucoup Marion d'avoir planté le décor, Valérie, heu Valérie. Valérie, pardon, excusez-moi, je suis désolé Valérie. Merci Valérie d'avoir bien planté le décor comme ça. Je retiendrai vraiment cette notion à la fois d'opportunité qu'on va aborder dans la deuxième, la troisième partie. Aujourd'hui, on est dans une phase de crise systémique et donc il y a des opportunités aussi pour nous, le peuple, hein, tout simplement, à l'échelle populaire. Et aussi cette dimension qu'on oublie trop souvent. En tant que citoyen, on pense que le cours de l'histoire, il est naturel, il est organique et les choses évoluent par elles-mêmes. Alors qu'au contraire, vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qui est artificiel, qui a été planifié, calculé, je vous en prie. Oui, je vous interromps 2 secondes parce qu'il y a un élément qui est très important dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en réalité, toutes ces élites, ces vraies personnalités avec ce sens hégémonique dominant, ont tout fait pour rendre confus dans les esprits la distinction entre sciences humaines, Mmh. qui n'ont rien de naturel, dont tout est artificiel, tout est construit. Elles peuvent être construites sur un modèle naturel ou construites sur un modèle totalement artificiel, mais en tout cas, elles sont construites. Et les sciences dures, qui sont, elles, la recherche qui consiste à découvrir ce que le monde, enfin la façon dont le monde évolue, et en tout cas fonctionne,
les sciences dures consistent à découvrir le monde et la façon dont il fonctionne. Alors que les sciences humaines, c'est tout à fait à l'opposé, consiste à construire la vie en commun. Donc construire en fait les fondamentaux de ce qui font que nous avons une vie en commun possible ou non du reste. Parce qu'effectivement, depuis donc là en France la Révolution française et donc cette imprégnation dans notre pays des institutions qui nous viennent donc de Grande-Bretagne, hein, je pense en particulier au parlementarisme représentatif, aussi à la Banque centrale et également au droit commercial. Hein. Eh bien, si vous voulez, ce sont des sciences humaines, en fait. Et ces sciences humaines, elles sont construites. Et donc, ce qui peut paraître spontané, ce qui est spontané, n'est pas naturel. Il faut bien faire la distinction entre les évolutions spontanées et les évolutions naturelles. En l'occurrence, si vous avez un système social, un système économique, social, politique sain, il va suivre les fondamentaux du droit naturel. Et à ce moment-là, vous pourrez dire ce système sera viable parce qu'il suit les évolutions qu'on a constatées dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a des règles qui sont des règles naturelles parce qu'elles s'imposent et elles se sont imposées de tout temps, à toute époque et dans toutes les parties du globe. Donc, on peut trouver des règles de droit naturel dans les évolutions sociales, mais il faut quand même ne pas oublier que le choix de les suivre ou de ne pas les suivre est un choix. Et ce choix permet de construire un système qui soit suit, ou en tout cas essaye de suivre les tendances spontanées de la vie en commun, disons les règles qui sont des règles qui s'imposent à la vie en commun, qui s'imposent par notre existence en fait, et qui transcendent les époques et les cultures, et puis le fait de construire un système totalement artificiel, ce que nous avons fait depuis les Lumières. Merci pour cette précision, hein. C'est vraiment important de voir aussi comment voilà, l'histoire a été façonnée par des intérêts, par des minorités. On l'étudie aussi sur d'autres séries avec d'autres amis sur l'influence des fondations, l'influence de grands oligarques qui ont énormément travaillé sur ces sciences sociales, ces sciences humaines et on a l'impression des fois que c'est décousu. On a l'impression que ça n'a pas de sens et en fait, on voit très bien que derrière la privatisation des industries nationales ou la destruction des services publics, en fait, tout ça s'inscrit dans une longue histoire, dans des idéologies avec des stratégies, des outils qui sont mis en œuvre. Et donc, évidemment, ne pas être naïf par rapport à la construction de mondes bien plus artificiels, comme les institutions internationales qui n'ont aucune légitimité pour la plupart d'entre elles et qui pourtant ont un impact important sur nos vies quotidiennes et malheureusement de plus en plus. Ça risque pas de s'améliorer puisque là, récemment, si vous allez sur le site de l'OMC, vous découvrirez que le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OMS travaillent sur la diffusion des injections. Ça date du 1er mars 2022, hein, ça date pas de 2020. Hein. D'où l'intérêt de réagir avec des initiatives comme Révolu Droit. Et donc, pour faire la transition avec le cœur de notre échange de cet après-midi sur l'initiative révoludroit.fr, je pense que ça serait intéressant vraiment rapidement, parce qu'on a déjà bien introduit le contexte, mais rapidement parler de la démocratie, parce qu'on est nombreux à avoir été trompés sur ce qu'est une démocratie, et la France ne saurait l'être. Mais sur votre site internet, vous le rappelez très simplement avec des phrases accessibles, presque à un enfant. Hein. La démocratie est un toit pour nos enfants. Ce toit ne les protège plus, ni eux, ni personne. Nous devons bâtir ensemble un nouveau toit, une vraie démocratie pour nos enfants. La clé de voûte de cet édifice, c'est le droit. Voilà, donc souvent on nous parle encore autour de nous, hein, en tant que journaliste indépendant ou citoyen engagé, on nous dit non, mais la France est une démocratie, on a l'élection, on a la liberté d'expression. Très rapidement, vraiment en 2-3 minutes, est-ce que vous pouvez nous partager 2, 3, 4 clés qui démontrent, en tout cas, qui seraient des arguments pour pouvoir montrer que non, nous ne sommes pas en régime démocratique. Et on parlera évidemment ensuite de l'État financiarisé qu'on a vocation à transformer en État politique. Mais voilà, très rapidement, 2-3 arguments pour déconstruire les préjugés sur la démocratie autour de nous. En fait, le parlementarisme représentatif, son moteur, c'est la corruption. Donc, en fait, le moteur interne de nos institutions, c'est la corruption. Et plus il y aura d'élections, plus il y aura de corruption, et donc moins il y aura de possibilités de démocratie. Et c'est là où on est enfermé dans un cercle vicieux, parce qu'il faut comprendre que les élections, en réalité, c'est un show business.
et que pour être élu, les candidats doivent faire campagne. Et faire une campagne, et j'en sais quelque chose parce que je l'ai pratiqué, ça coûte un argent fou. Donc plus vous devez faire de campagne, plus vous devez collecter d'argent. Et auprès de qui allez-vous collecter l'argent, c'est le sujet justement. Et il est bien évident qu'avec toute l'organisation des réseaux financiers parallèles, il est évident que la plupart des fonds transitent par des réseaux plus ou moins obscurs et en tout cas facilitent la corruption puisque cette quête incessante de fonds génère de façon spontanée la corruption. Je vous signale que la corruption n'est pas l'apanage de la Ve République, enfin si on peut parler de Ve République actuelle. Non, enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus aussi. Mais enfin, c'est pas l'apanage du système actuel. La Troisième République a été émaillée d'événements de corruption sans arrêt. La quatrième, n'en parlons même pas. Et donc, en réalité, c'est ce qu'on appelle la République, qui n'est pas une République. Encore une fois, il y a une imposture aussi sur la terminologie qui nous empêche de raisonner de façon intelligente, si je puis dire, et intelligible. Parce que tout le système qui fonctionne autour du parlementarisme représentatif, de la pseudo-séparation des pouvoirs et de la Banque centrale est un système qui fonctionne au profit d'intérêts privés, catégoriels. Et donc, on est à l'opposé de la res publica. Donc, ils ont appelé république quelque chose qui n'a rien à voir avec la chose publique. Donc, c'est une façon de verrouiller les cerveaux, de verrouiller les esprits et de verrouiller les débats, de mettre les mauvais termes sur la réalité. Vous travestissez la réalité par le terme qui n'est pas adapté au système, qui ne décrit pas le système, mais qui décrit l'opposé du système. Je dois dire que cette séparation des pouvoirs, encore une fois, est une imposture. Pourquoi? Parce que vous savez bien que le parti qui gagne les élections législatives envoie des représentants au pouvoir exécutif. Donc la séparation des pouvoirs n'existe pas. Quant au pouvoir judiciaire, qui n'est pas un pouvoir, mais qui est une autorité, soi-disant, en réalité, elle siège au pouvoir exécutif. Que ce soit le siège ou le parquet, ont des représentants au pouvoir exécutif. Donc, il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs est encore une fois, du show business pour nous faire croire à un équilibre des pouvoirs qui n'existe pas, puisqu'il est intégralement dans les mains de ceux qui contrôlent les monnaies, qui ont institué le système des banques centrales et qui contrôlent les réseaux parallèles, la circulation parallèle, les circuits financiers parallèles, c'est-à-dire les transits d'argent par les paradis fiscaux. Donc en réalité, il faut comprendre que tout ça est une imposture du début jusqu'à la fin et que le moteur de notre régime politique, qui, une fois de plus, ne peut en aucune façon être décrit par la République qui suppose une chose publique. Là, tout est fait pour le bien privé, enfin pour les intérêts privés, les intérêts catégoriels de ceux qui détiennent l'argent finalement. Donc, en fait, vous voyez, il n'y a pas de solution. Ce système n'est pas réformable, puisque, une fois de plus, il est un système, il s'autogénère et il ne peut spontanément tourner qu'autour de la corruption. Plus il y aura d'élections, plus il y aura de corruption. Et tout un tas de choses qu'on découvre, mon Dieu, on fait semblant de s'offusquer, les paradis fiscaux, mais c'est un accident de l'histoire, ça ne devrait jamais exister. Mais non, pas du tout. C'est la structure idéologique profonde de notre système, du système dans lequel, politico-financier, dans lequel nous évoluons tous en Occident, et même au-delà, hein, parce que le parlementarisme représentatif a fait des émules un peu partout sur la planète. Merci de nous rappeler l'importance et la stratégie où il retourne les mots pour nous éloigner du réel, hein, d'où Ah bah l'importance absolument. de sortir du discours dominant, de la doxa. Et vous parlez tout à l'heure d'autonomie de la pensée, d'autonomie intellectuelle. Apprenons à les chercher par nous-mêmes, à revenir à l'étymologie des mots, étudier l'histoire pour la comprendre. Et d'ailleurs, vos travaux sont fantastiques pour pouvoir mieux l'appréhender. Merci à vous. Et donc, face à tous ces constats, c'est la série Nouveau Monde aujourd'hui. Donc, on va revenir sur Révolu Droit, cette initiative lancée récemment. C'est le fruit d'un long parcours, hein, à la fois personnel et professionnel, riche et d'une longue réflexion, hein, sur plusieurs décennies sur les enjeux actuels et les actions à mener
pour répondre aux défis de notre époque. Comme je le disais en introduction, arrêter de se reposer sur nos lauriers et passer à l'action. Donc, sur la page d'accueil de votre site, révoludroit.fr, en fait, vous avez lancé qu'aujourd'hui, qui est porté par tout un mouvement de citoyens. Et on espère que cette émission va faire grandir ce mouvement pour construire une société apaisée et réellement démocratique. On voit sur la page d'accueil qu'il y a deux grands objectifs. Tout d'abord, réécrire et expliquer la réforme des institutions françaises dans son ensemble. C'est très détaillé, c'est très accessible, le site est ergonomique et on va pas approfondir l'intégralité de cette explication cet après-midi, mais on va quand même en apporter développer certains éléments. Et le deuxième objectif, c'est orienter les citoyens français vers le groupement ou le collectif le plus proche de chez eux pour agir dans le réel. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment est née cette initiative, comment elle s'est lancée, comment vous avez travaillé et quelle est la démarche globale qui a vocation à faire passer le régime actuel d'un État financiariste, tel que vous nous l'avez décrit rapidement, mais on a compris quand même les grandes lignes, et certains potentiellement iront voir les autres entretiens que vous avez fait ailleurs, à un État politique. Voilà, donc les grands objectifs de cette plateforme, avant de rentrer plus en détail sur une infographie qui explique très bien l'ensemble de la réforme. Après, on fera point par point ensemble. Alors, Akina, je crois que je peux commencer à répondre à votre question en répondant en même temps à un sujet que je vois écrit sur le côté, donc une intervention d'un de nos auditeurs. Merci. Réécrire la Constitution. Alors non, mais non, justement, surtout pas. La Constitution est née avec le parlementarisme représentatif. Il faut absolument comprendre que nous avons vécu des centaines et des centaines d'années sans constitution, sans se porter plus mal qu'aujourd'hui. La constitution est née pour organiser les relations entre les soi-disant pouvoirs séparés, dont je vous ai expliqué qu'ils n'étaient pas séparés du tout. Donc la constitution n'a aucune raison d'être. Elle a une raison, sa raison d'être, c'est d'être une pétition d'intention sur la liberté, essentiellement, comme on l'a vu à l'origine, la liberté du commerce, et ensuite d'organiser la relation entre des pouvoirs soi-disant séparés. Non, la Constitution, c'est justement ce qu'il faut oublier. Tout le système de réécriture des institutions ne doit pas reprendre les fondamentaux qui nous ont amenés dans l'impasse actuelle. Il faut comprendre ça. Le sujet, ce n'est pas d'avoir une constitution, on s'en fout de la constitution. Ce qui compte, c'est d'avoir des valeurs et d'avoir un régime qui tourne autour de valeurs. Et c'est d'où, en fait, ce que les gens appellent la Constitution, je l'ai remplacé par la charte des valeurs. C'est-à-dire que ces valeurs s'appliquent à tous les individus, qu'ils soient impliqués à quelque niveau que ce soit dans les institutions ou dans leur vie privée. Les valeurs de la charte s'appliquent à tout le monde dans la même mesure. C'est-à-dire que ce sont les valeurs indépassables qui sont dirons-nous, la ligne directrice, le guide des nouvelles institutions. Et ces nouvelles institutions, elles n'ont pas besoin d'être écrites puisqu'elles sont organisées autour de groupements d'intérêts et à partir de ces groupements d'intérêts émerge un gouvernement et un chef d'État. Donc, en réalité, la Constitution n'a pas de raison d'être et elle n'a pas. Il faut aussi comprendre que c'est un élément idéologique du système politique de l'imposture politique dans laquelle nous avons été plongés et qui remonte évidemment à la Révolution française. J'ajoute que, c'est ce que nous disions un peu en aparté avec Akina avant l'émission, c'est que tout cela s'est fait sous prétexte de droits de l'homme, de liberté et de démocratie, mais il faut comprendre que dans l'évaluation, enfin, dans l'émergence de ce qu'on a appelé les droits de l'homme, qui étaient en fait repris de toutes les démarches théoriques qui ont eu lieu sur la protection de la personne humaine dans le cadre du droit canon, il faut bien le dire. Ça a été repris, mais perverti dans le sens où on a fait croire qu'il pouvait y avoir des droits sans devoirs. Et les droits de l'homme, c'est ça, c'est la mise c'est l'exacerbation de droits en occultant totalement les devoirs. Or, il faut bien comprendre qu'un droit qui n'est pas assorti d'un devoir ne devient plus un droit, devient une aumône, devient, à partir du moment où vous quémandez un droit et que vous n'estimez pas avoir de devoir réciproque à ce droit, eh bien, vous n'êtes pas respecté par la personne en face. Et donc, c'est en fait, ça a été le moyen, cette émergence
extravagante de droit a été le moyen de diviser les populations. Alors, j'espère que je suis claire sur la Constitution parce que c'est vraiment un sujet qui revient sans arrêt, sans arrêt. J'ai l'impression de l'avoir déjà expliqué des milliards de fois et je dois dire que je suis un peu lassée. J'aimerais vraiment que les gens se mettent à raisonner par eux-mêmes et à comprendre un peu et aussi à faire un peu d'histoire parce que effectivement, vous comprendrez tout de suite que la Constitution est née avec le parlementarisme représentatif. Et le parlementarisme représentatif, qu'est-ce que c'est? C'est donner le pouvoir à des gens qui sont élus pas par vous. Vous ne faites que valider une élection préalable par des partis politiques. Et les partis politiques, il n'y a pas d'organisation plus opaque qu'un parti politique. Et le parti politique, son rôle essentiel, c'est de faire de la démagogie et de la collecte de fonds. Voilà. Et de l'électorisme. Bah ouais, c'est ce que j'appelle la démagogie. Ça rentre dans la démagogie. Très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, on parle aussi souvent de constitution, hein, c'est des sujets qui reviennent souvent, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi à aborder donc l'enjeu de l'organisation de la société à travers à la fois, on parlait tout à l'heure de géopolitique, de l'économie, aujourd'hui où l'économie a pris le pouvoir sur le pouvoir politique, en intégrant aussi des enjeux historiques où en fait, dans l'ancien régime, il pouvait y avoir aussi certains fonctionnements ou certains organismes qui pouvaient avoir leur intérêt, comme par exemple les groupements d'intérêts qui me font penser moi intuitivement aux corporations qui s'auto-organisaient à l'échelle d'un métier. D'ailleurs, c'est une des définitions des groupements d'intérêt qui peuvent être liés à des métiers ou des domaines d'activité. Et donc, vous avez voilà, vraiment de l'histoire aussi. Donc, vous avez vraiment essayé d'intégrer un maximum d'éléments que vous avez trouvé pertinents pour créer une structure sociale et politique la plus équilibrée, la plus démocratique, la plus apaisée. Et en fait, on se rend compte, on va le voir après juste avec l'infographie, mais on voit vraiment que c'est une somme d'outils qui sont à disposition avec des concepts, avec des groupes d'individus ou des groupes d'intérêt, avec des rôles clés comme des chefs d'État, des gouvernements, des maires. Mais voilà, il y a vraiment, c'est une addition de concepts, de groupes, de rôles qui permettent en fait, en s'assemblant, de construire un nouveau puzzle pour nouvellement organiser l'organisation de la cité, enfin le pouvoir dans la cité. Oui, absolument. En fait, ma réforme des institutions part du principe qu'il faut synthétiser toute notre histoire de France millénaire. C'est-à-dire que j'ai fait la synthèse entre ce qui fonctionnait sous ce qu'on a appelé l'Ancien Régime et ce qui a marché aussi sous nos régimes actuels, où il y a eu quand même davantage de possibilités de faire entendre sa voix si, bon, enfin, ça reste assez théorique, mais en tout cas, le vote avait une importance. Et je dois dire que le vote est d'autant plus important que si on réfléchit bien et si on remonte suffisamment loin, toutes enfin, les grandes monarchies françaises sont parties, étaient sur le principe électif au départ. Et je pense que le principe électif est vraiment un des fondamentaux que doit respecter la société française, parce que au-delà des âges et des différences qui se sont évidemment déployées au fur et à mesure du temps et des évolutions politiques et géopolitiques, eh bien au-delà de ça, finalement, il reste quand même et je pense que c'est lié sans doute à la géographie, il y a une âme. Chacun des pays a une âme, et en tout cas la France est très attachée à un principe d'équité et un principe d'émergence de compétences qui ne sont pas tunnelisées dans une caste, mais qui viennent un peu de partout. Et je dirais que le principe électif permet justement de mettre en œuvre ce que j'appelle une volonté profonde finalement de notre pays, de notre société. Et d'ailleurs, l'élection fait partie des nombreux outils. Il y a 16 éléments. Donc, je vous propose maintenant de venir nous expliquer, même si évidemment, il y a beaucoup d'informations sur votre site internet. Et vraiment, j'encourage toute la communauté à aller les découvrir. Mais je vous propose maintenant de nous présenter cette infographie que je vais mettre à l'écran dans quelques instants, qui donc présente cette réforme des institutions. Et voilà, vous le dites dans votre bannière, c'est vraiment une réforme pour le peuple et par le peuple et pour le peuple. Vu qu'aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de constitution, ça pourrait être un peu indigeste au premier abord, vu que c'est quand même assez dense comme réforme. C'est même une réforme globale de tout le fonctionnement actuel. C'est un changement de paradigme. Changement de paradigme. Donc, je vous propose de partager
à l'écran cette infographie et on va l'aborder, ensemble tranquillement. On a le temps, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble, mais on gardera, quand même le dernier quart d'heure, de cet échange pour parler aussi de comment agir. D'abord déjà essayer d'expliquer pour, convaincre, je ne sais pas si c'est convaincre, mais en tout cas présenter, vos Oui, travaux de recherche et votre proposition. Moi, je dis pas ça pour vous faire plaisir, on est en ligne, mais moi, je suis convaincu par, la puissance de cette réforme que j'ai lue en profondeur pour préparer notre échange et donc je vais vous laisser, beh, l'expliquer, hein. Vous êtes, la créatrice de cette réforme. Donc je ne sais oui. pas comment vous voulez la décrire en partant de je ne sais pas, je vous laisse, Alors, commencer à en parler. Je vais peut-être zoomer, sur oui, on certaines va peut-être parties. avoir des interactions. Moi, je vais partir. Peut-être que ce qui sera intéressant, c'est de mettre en parallèle le système actuel, c'est-à-dire l'état financiariste dans lequel nous évoluons, avec le schéma du système politique vers lequel nous devons impérativement aller. Et la Tout à fait. différence, vous comprendrez tout de suite que l'élection ne suffit pas, parce que l'élection, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas de conforter des choix qui ont été opérés préalablement. Dans ces cas-là, l'élection est très insuffisante pour aboutir à une démocratie. L'élection, dans le cadre d'une démocratie, c'est le véritable choix des populations, aussi bien dans l'initiative que dans le suivi des travaux. Donc, quand on élit quelqu'un, c'est un représentant. Ce représentant doit être effectivement choisi ab initio par la collectivité dans son ensemble et non pas par des partis politiques. Et ensuite, la collectivité doit pouvoir suivre, vérifier l'adéquation de ce que fait cet élu, c'est-à-dire ce représentant, par rapport aux attentes qui sont celles légitimes, clairement énoncées, disons, clairement élaborées par la population. Alors, voilà, ce qui est important, c'est que vous voyez la population d'un côté, donc à gauche, dans l'État financiariste, le peuple remet tous ses pouvoirs aux parlementaires, c'est-à-dire aux élus du peuple. Et ces élus ne sont pas contrôlables parce qu'ils ont pour mission de légiférer sur tous les sujets et dans les conditions qui leur convient, qu'ils déterminent, qu'ils autodéterminent, et c'est-à-dire sans contrôle réel de l'activité parlementaire, de l'activité législative par les populations. Alors vous vous rendez compte que dans mon schéma de réforme des institutions, bien, les populations récupèrent, au lieu de déléguer à des représentants prétendument élus leur pouvoir politique, elles récupèrent intégralement, chaque individu récupère une partie du pouvoir politique dans le cadre de sa vie quotidienne en ayant réinvesti le pouvoir politique dans le cadre des groupements d'intérêts. C'est-à-dire que chaque personne appartenant à un groupement d'intérêts récupère en fait la fonction politique que dans l'autre système, elle délègue aux parlementaires. C'est-à-dire, pour être plus précise, que chaque habitant d'un territoire, et là en l'occurrence on parle de la France, doit appartenir à un groupement d'intérêts. Alors je précise immédiatement que cette appartenance, c'est une appartenance politique qui n'est pas forcément corrélée. Disons, il y a deux choses. Il y a la vie quotidienne des gens et puis il y a leur appartenance, il y a leur fonction politique. Vous pouvez exercer un métier et vous investir politiquement dans un groupement d'intérêts qui n'est pas celui correspondant à votre métier, mais celui D'accord. qui correspond à votre hobby, par exemple, Mmh. ou à disons, ou à un centre d'intérêt que vous avez qui est très fort et qui n'a strictement rien à voir avec votre métier, le métier que vous pratiquez à un moment donné. Donc vous comprenez, il faut bien faire la différence. Ce n'est pas l'imposition stakhanoviste d'une implication politique rigoureuse et définitive, c'est le fait que chacun peut choisir dans quoi il va s'investir politiquement. Et dans quoi il va s'investir, c'est-à-dire dans quelle activité sociale, je dis sociale, mais il faut l'entendre au sens large du terme, non pas au sens strict que nous lui donnons aujourd'hui, social au sens où il y a un intérêt pour la société, c'est-à-dire ça peut être évidemment dans le cadre de son métier,
Ça peut être dans le cadre d'un hobby, ça peut être dans le cadre d'un intérêt spirituel ou moral. Donc, il y a tout un tas d'intérêts qui peuvent être représentés politiquement et qui ne sont pas liés au métier que les individus exercent ou non, du reste, dans leur vie quotidienne à un moment donné. Donc ça doit être bien clair. Maintenant, dans cette réforme, chacun doit impérativement s'investir à partir de l'âge de 16 ans dans un groupement d'intérêt. Il peut en changer, disons, 2 ou 3 fois dans la vie, parce que on verra que c'est quand même assez lourd à gérer au niveau, disons, politique, au niveau politique général, que chacun ne peut pas changer de groupement d'intérêt du jour au lendemain, parce que les groupements d'intérêt gèrent à la fois, si vous voulez, l'entrée dans le groupement d'intérêt, c'est-à-dire la formation, gère les membres du groupement d'intérêt et gère également les accidents de la vie et les retraites. Donc, si vous voulez, si vous changez tous les 4 matins de groupement d'intérêt, pour suivre sur toute l'évolution de votre vie tous ces changements, ça risque d'être administrativement très lourd. C'est la raison pour laquelle j'estime que chaque individu ne pourra changer que 3 ou 4 fois dans sa vie de groupement d'intérêt. Alors, ces groupements d'intérêt, je les ai répartis en 3 grandes catégories. La catégorie commerciale, c'est-à-dire toutes les activités dont l'objectif est de réaliser des bénéfices. Les activités non commerciales, c'est-à-dire la catégorie dont les activités consistent à finalement apporter un bien-être à la société, apporter du lien social. Alors là-dedans, je mets évidemment l'instruction publique, que j'arrête à 16 ans, puisqu'ensuite on part en formation dans chacun des groupements adéquats. L'instruction publique, donc le sport, la culture, enfin toutes les activités qui permettent des échanges et d'établir du lien dans la société. Et enfin, le 3e grand groupement d'intérêt, c'est le grand groupement d'intérêt moral et spirituel. Alors peut-être qu'Akina, pour que ce soit plus lisible, on peut basculer maintenant uniquement sur l'état politique, si ça ne vous ennuie pas. Bien sûr. Ça sera peut-être plus simple, voilà. Et donc le 3e groupement moral et spirituel, c'est toutes les activités, je dirais, qui sont d'ordre, qui sont dans la recherche d'une certaine. En fait, c'est le groupement d'intérêt qui donne du sens à la société. C'est la recherche de spiritualité et c'est aussi la recherche du concept moral et même au travers de tout ce qui est philosophie, histoire philosophique, etc. Et ce groupement d'intérêt est très important parce qu'aujourd'hui, la société est évidemment éclatée, elle n'a plus l'homogénéité qu'elle avait au Moyen-Âge, au sens où les gens avaient une représentation religieuse très largement majoritaire qui était le catholicisme romain. Et puis aujourd'hui, les choses n'ont pas évolué de cette façon-là, c'est-à-dire que sur le territoire français, il y a des croyances individuelles qui sont beaucoup plus larges, évidemment monothéistes ou même plus lointaines avec des croyances asiatiques ou autres. Et je dirais qu'il me semble important que chacun puisse trouver un sens à sa vie en fonction de finalement ces liens historiques, familiaux, culturels propres, et tout en trouvant une place dans la société française. Donc cette réforme des institutions a aussi pour fonction de redonner une cohérence au peuple français. Chacun peut participer à une vie spirituelle, mais non pas dans le sens de vouloir accaparer le principe politique par le biais du spirituel, mais au contraire de développer des échanges sereins d'une spiritualité à une autre, etc., de façon à redonner une possibilité de décrispation au sens religieux. Enfin, vous savez, aujourd'hui, les 3 grandes religions ont été totalement subverties. D'ailleurs, c'est, je pense, le destin de toutes les spiritualités, à un moment ou à un autre, d'être subverties. Et quand cette subversion arrive, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de repartir de zéro. Et donc, en fonction des croyances propres de chacun s'investit et échange avec ses voisins qui n'ont pas forcément les mêmes croyances, mais de façon à pouvoir générer un dialogue
qui ne soit pas un combat, un combat armé. Donc, ce groupement d'intérêt a un sens très particulier qui est lié à notre conjoncture actuelle. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne peut pas faire des institutions qui soient valables pour toujours, dans toutes les conditions. Les institutions sont liées à des conjonctures politiques, culturelles, économiques. Je ne prétends pas que ces institutions seront encore pertinentes dans 200 ans. En tout cas, je pense qu'il faut les mettre en œuvre aujourd'hui de façon à retrouver une cohérence dans la société française et à pouvoir refaire société, c'est-à-dire réélaborer le chemin du vivre ensemble. Alors, une fois que vous avez trouvé dans quel groupement d'intérêt, en tout cas dans quel grand groupement d'intérêt vous voulez vous investir, eh bien, il reste à déterminer de quelle activité il s'agit précisément et donc de créer votre groupement d'intérêt. Créer le groupement d'intérêt, ça veut dire en priorité définir l'activité dont dans laquelle vous voulez vous investir politiquement. Et définir cette activité n'est pas aussi simple qu'on le croit. Ça peut être simple, par exemple, pour un cas comme je pense à l'artisanat, comme par exemple cordonnier ou boulanger. Là, l'activité est relativement simple à déterminer. Mais si vous partez sur des activités un peu plus larges comme le médical, la santé ou le spirituel et moral, eh bien là, c'est beaucoup plus difficile. Il faut déterminer très précisément quelle est la définition de l'activité dans laquelle vous voulez vous investir. Une fois que vous avez fait ce travail, eh bien, il faut donc communiquer dessus et dire voilà, moi, je suis intéressé par ce tel groupement d'intérêt, enfin, m'investir dans telle activité. Et en essayant de trouver d'autres gens qui sont intéressés et qui sont sur le même créneau d'activité, qui aimeraient s'investir dans la même activité. Et dans ces cas-là, vous pouvez commencer à discuter ensemble pour élaborer les règles de fonctionnement de cette activité. Et donc, c'est une façon de réinvestir toute la réglementation professionnelle dans le cadre des professionnels en question. C'est-à-dire qu'aucune autre institution n'aura de mots à dire sur le fonctionnement de votre groupement d'intérêt, de votre activité et sur votre façon de le gérer. Et d'ailleurs, Valérie, juste entre parenthèses, pour faire un petit lien avec le réel, excusez-moi de vous couper, mais juste ça me permet de faire un lien avec ce qu'on connaît ça inspire. Ça fait penser aux conventions collectives qui sont liées à chacun des groupes d'activités. Il y a la convention collective des travailleurs sociaux, des personnes dans le bâtiment. Et en fait, il y a déjà enfin, j'ai fait un lien naturel avec ces corporations qui sont déjà en partie séparées dans le système actuel. C'est pas pour dire qu'ils fonctionnent bien aujourd'hui, hein, mais c'est juste pour faire un parallèle avec ce qu'on connaît, pour permettre de s'imaginer un peu mieux ce que ça pourrait être. Voilà, je trouve que les conventions collectives font intervenir le système des syndicats qui est loin d'être pertinent et en tout cas qui est loin d'être démocratique et qui est loin d'être représentatif justement. Clairement, c'est juste pour faire on est dans le même problème qu'avec les partis politiques. Donc, on oublie tous ces corps intermédiaires qui n'en sont pas, qui sont totalement artificiels et qui n'ont plus lieu d'être dans un système qui est chargé de rééquilibrer les rapports sociaux et de réinvestir la paix sociale, parce qu'il s'agit vraiment de ça, de retrouver une façon de vivre dans la paix sociale. Mais effectivement, je comprends, Akina, ce que vous vouliez dire, et effectivement, c'est vrai, dans la mesure où, d'une certaine façon, on est déjà un petit peu préparé à travailler sur des activités, à travailler en commun sur des activités. Sauf que il ne faut plus que ce soit par des corps intermédiaires, mais directement au sein même de chacun des individus, ce qui permettra à chacun d'avoir un rôle, à nouveau, d'avoir une existence sociale pertinente et sans avoir d'efforts particuliers à faire. Chacun aura à nouveau sa place dans cette société, alors qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas avoir de place dans la société. Les gens n'ont plus leur place, et quand les gens ont leur place, ils ne sont pas à leur bonne place, ils ne sont pas à leur place naturelle, celle dans laquelle ils peuvent s'épanouir et apporter, disons, du bien-être aux autres. Donc, on a un véritable sujet de société à réinvestir, à réélaborer. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il s'agit en fait d'un changement de paradigme. C'est que là, les gens s'investiront directement. Il peut y avoir alors, tous les groupements d'intérêt ne fonctionneront pas sur le même modèle. Ils détermineront leurs propres règles de fonctionnement, à deux exceptions près.
il y a 2 choses qui sont imposées, c'est le principe de subsidiarité et le mandat impératif, dans le cadre de l'organisation des groupements d'intérêt. Alors, vous en parliez tout à l'heure, justement, ce sont des termes juridiques, c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas toujours très bien familiarisés avec ça. Il faut comprendre que la définition d'une activité est nationale par essence, c'est-à-dire que l'activité dans laquelle vous allez vous investir, elle existera partout sur tout le territoire, qu'elle soit en Bretagne ou je ne sais pas dans le Massif central ou en Provence, ça sera la même activité. D'accord. Par contre, il est évident que cette activité, elle doit être aussi gérée au niveau d'abord local, ensuite régional et ensuite national. Donc il y a des relais au niveau régionaux et nationaux qui sont des gens qui sont alors soit élus, soit nommés, désignés. Enfin, chaque activité décidera de la façon dont fonctionnera justement ces représentants. En tout cas, si élection il y a, le mandat est un mandat impératif, c'est-à-dire que chaque personne qui sera représentante de cette activité à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau régional ou au niveau national, eh bien, elle sera en charge d'une mission précise. C'est-à-dire qu'elle aura une fonction précise à remplir. Elle signe un contrat, si vous voulez, avec les gens qui la mandatent. Et si ce contrat n'est pas respecté, eh bien, la personne est démise automatiquement. Elle est révoquée. Parce que quand on parle de mandat impératif, il est par essence révocatoire. S'il n'est pas c'est redondant de dire mandat impératif révocatoire, parce que le mandat impératif est par essence révocatoire. C'est-à-dire que s'il n'est pas respecté, la personne est révoquée. D'accord. Et ça, c'est d'office. Alors, quant au principe de subsidiarité, eh bien, ça veut dire la chose suivante, c'est que l'activité en question doit être, toutes les décisions qui s'imposent, en tout cas qui ont une utilité locale, doivent être prises en local. Ne remontent au niveau régional et national que les décisions qui ont un impact soit sur la région, donc plus large qu'une commune ou qu'une concentration locale, qui ont une résonance au niveau régional, et ensuite, au niveau national, ne remontent que les choses qui ont un impact sur tout le territoire. Par exemple, si vous décidez de changer la définition de votre activité, eh bien là, ça devrait être fait au niveau national, puisque l'activité a une définition qui impacte tous les gens qui travaillent sur tout le territoire. Voilà, je ne sais pas si… En tout cas, le principe de subsidiarité, il faut comprendre que c'est un principe légal qui a été élaboré surtout en droit européen, à partir du droit européen. Or là, il faut comprendre la subsidiarité exactement à l'opposé de ce que décrit le droit européen. Parce que le droit européen, c'est tout ce qui n'est pas de la compétence de l'Union relève de la compétence des États membres. Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse. La compétence ne peut remonter au niveau régional que si elle a épuisé ses ressources au niveau local. C'est-à-dire que toutes les décisions qui n'ont de sens qu'en local n'ont pas à demander d'autorisation au niveau régional pour être prises. Les gens prennent leurs décisions là où ils ont besoin de les prendre. Voilà. Il y a des gens qui disent je suis un peu perdu parce que effectivement c'est un peu des concepts juridiques, je suis obligée de rentrer dedans, mais il faut comprendre que chaque groupement d'intérêt a une autonomie parfaite d'autogestion, à 2 exceptions près, le mandat impératif et le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont utiles et qui doivent être prises au niveau, disons, territorial inférieur, doivent rester au niveau territorial inférieur. Voilà, elle ne remonte au niveau régional et national que s'il y a un besoin, effectivement, dans ce sens-là. Et quant au mandat impératif, eh bien, chaque personne qui représente une activité la représente selon un contrat qui est passé entre ces mandants, entre les gens qui décident de l'élire ou de la nommer et la personne en question. Et ce mandat est impératif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y déroger. La personne ne peut pas y déroger. Si elle y déroge, il est révoqué immédiatement. Et donc, donc il y a des contrôles. un groupement d'intérêt, pour rendre un peu simple, l'idée, c'est en fait un peu ça fait penser aux corporations, ça fait penser donc c'est des gens qui Absolument. pratiquent un même métier et Oui, donc c'est tous les ça. charpentiers, tous les aides-soignantes, tous les orthopédistes vont se réunir, dans Mmh. une structure, qui réunit tous les professionnels, sur le pays dans le pays avec la subsidiarité qui fera redescendre en fonction de l'intérêt d'être à l'échelle très locale ou à l'échelle nationale et donc en fait, c'est des
groupements de personnes qui ont une activité commune et qui vont s'organiser ensemble pour définir les normes de mise en œuvre, les prix potentiellement réels de vente de leurs activités. Ils vont définir ensemble en fait les règles du domaine dans lequel ils pratiquent leur profession. C'est tout à fait ça, Kina, mais c'est plus que la profession, c'est l'activité dans laquelle ils décident de s'investir. Justement, la différence avec les corporations d'Ancien Régime, c'est que les corporations ne concernaient que l'artisanat et finalement le commerce, la branche du commerce. Or là, je l'ai étendu aux activités de nature civique et aux activités de nature morale et spirituelle. Donc c'est une extension du principe des corporations sur tout disons, sur tout le réseau des activités humaines. C'est clair. Et les collectifs citoyens, donc, Alors, les collectifs citoyens, ils ont plusieurs rôles. Ils ont un rôle actuellement actuellement, leur rôle, c'est de se poser en tant que finalement lobby citoyen et d'avoir un impact sur la politique locale, c'est-à-dire ce sont des collectifs qui sont organisés au niveau local, de gens qui se réunissent physiquement, donc qui n'habitent pas loin les uns des autres, qui ont des problématiques communes identiques. Je pense à des problématiques de voirie ou de pollution des eaux ou je ne sais trop quoi, et qui se mettent ensemble pour discuter avec leurs représentants locaux sur la façon dont il conviendrait d'améliorer les problèmes soulevés. Alors, ça, c'est le rôle actuel. Mais les collectifs d'intérêt, au-delà de cette période actuelle et transitoire, ont un rôle aussi dans le futur nouveau régime, c'est-à-dire qu'ils remplaceront en fait le conseil communal. En fait, ce sera c'est des personnes qui seront autour du maire et qui relaieront les problématiques de terrain et qui seront chargées de discuter avec le maire pour savoir comment résoudre au mieux ces questions qui sont des questions qui ne sont pas relatives à une activité déterminée comme dans le cadre des groupements d'intérêt, mais qui sont relatives à la vie commune de la collectivité locale. Et donc, ce qui est Voilà. intéressant aussi, juste en aparté, enfin en aparté, ça me fait penser au fait que, déjà à l'heure actuelle, même si cette réforme n'est pas réelle et la France n'est pas gouvernée par la réforme que vous nous proposez, les Mhm. groupements d'intérêt ou les collectifs citoyens peuvent déjà, naître, émerger, Mhm. exister de manière, autonome et en fait, déjà influencer, dans un rapport de force comme vous le disiez, de lobbying citoyen ou de lobbying corporatif à Mhm. l'échelle d'une structure qui est déjà les prémices de ce qu'on pourrait ensuite, le jour où on aura la capacité de l'imposer, on pourrait dire, Mhm. d'une manière diverse. Enfin, il y a plusieurs stratégies après hein, pour l'imposer ou pour le mettre en œuvre de manière démocratique à travers l'élection. Et bien en fait, Mhm. voilà, il y a déjà, on peut commencer à œuvrer avant que la réforme soit intégrale et réelle. Tout à fait. Alors j'ajoute que les collectifs citoyens, il y a une émergence absolument considérable aujourd'hui. Tout le monde s'organise plus ou moins en collectifs citoyens. Ces collectifs citoyens n'ont pas forcément à être organisés sous forme d'association. Ça peut prendre la forme d'une association officielle, mais ça peut aussi être une organisation officieuse de gens qui se discutent ensemble tout simplement sur certains sujets. Et je dois dire que ces collectifs citoyens, la différence entre ceux que je propose dans le cadre de ma réforme et ceux qui se sont mis en place depuis déjà 1 an ou 18 mois. La différence, c'est que moi, je les intègre dans une réforme de l'État, c'est-à-dire dans une cohérence d'ensemble de la nation. Alors que ceux qui ont émergé aujourd'hui sont un peu déconnectés les uns des autres et n'ont pas de cohérence les uns avec les autres. Donc la particularité de ma réforme, c'est de donner une cohérence nationale à des initiatives finalement à peu près spontanées, mais qui ne sont pas coordonnées et ni cohérentes les unes avec les autres. En tout cas, qui n'ont pas de cohérence au niveau de la nation. Donc c'est la grande différence et c'est là-dessus c'est important d'insister parce que effectivement nous avons des gens qui viennent nous rejoindre, qui s'inscrivent dans des collectifs citoyens, mais qui sont déjà investis sur d'autres collectifs et qui ont du mal à faire la transition entre le collectif dans lequel ils sont déjà investis et le collectif citoyen dans le cadre de la réforme. Il faut bien comprendre que l'un n'exclut pas l'autre, mais dans le cadre de la réforme d'ensemble, en fait, le collectif a un rôle bien précis à jouer. On peut donc maintenant peut-être remonter encore un peu plus haut. Hein. On a abordé peut-être cette partie-là.
Oui. Donc le 11, c'est les maires et les présidents de région et ensuite peut-être remonter vers le gouvernement et le chef d'État. Donc le gouvernement Mmh. qui n'aura plus, enfin c'est plus du tout la séparation des pou enfin la fausse Non. séparation des pouvoirs qu'on Oui, a à l'heure actuelle, hein. C'est bien vraiment sûr. il faut sortir du logiciel qu'on Ouais, nous a fait connaître depuis notre tendre enfance et à l'école et essayer de absolument. de schématiser. Donc peut-être un peu plus haut, on peut remonter Oui. l'infographie. Absolument. Alors donc, dans le cadre de ces grands groupements d'intérêts que j'ai réunis en 3, donc commercial, non commercial et moral et spirituel, ces grandes catégories, réunies au niveau national, auront la charge de proposer à la population des personnalités, qui seront le chef de l'État et les ministres. Et il y a 2 fonctions différentes au chef d'État et des ministres. Le gouvernement, c'est, les ministres, la réunion des ministres. Il y a 5 ministères dans le cadre du gouvernement. Donc il y a le ministère de faire le droit et là, je milite évidemment pour un retour du droit commun, c'est-à-dire plus de droit d'exception. Il n'y a plus de droit d'exception. Je répète, le droit commun, c'est énorme. Il est de nature civile et il s'applique à tout le monde dans les mêmes conditions. Que vous soyez un élu, un représentant, que vous soyez un ministre ou que vous soyez un membre tout simplement d'un groupement d'intérêt agissant au niveau local, vous aurez les mêmes contraintes en termes de droit, à respecter les mêmes règles qui s'imposeront à vous comme aux autres. Donc, refaire le droit, c'est-à-dire réinitialiser le droit commun de nature civile, c'est-à-dire liquider les droits d'exception, que sont notamment le droit commercial, droit social, droit administratif, et tous les droits qui ont explosé sur le modèle britannique actuel, qui sont des droits finalement de compilation de règles. Donc tout ça, on oublie et on réélabore des règles cohérentes, peu nombreuses, qui constituent le droit commun et qui est de nature civile. Alors, il y a une réévaluation également du droit pénal, parce que le droit pénal, malheureusement, est indispensable pour régir et en tout cas pour, disons, éviter en tout cas, tant que faire se peut, éviter les débordements des uns et des autres, de façon à rendre la vie en commun gérable et possible. Ensuite, le deuxième ministère, c'est le ministère de dire le droit. Et là, on est dans la justice. Et vous savez que la justice, c'est inhérent à la nation. En fait, l'État s'est constitué, n'a d'utilité, de réalité et disons, de légitimité que parce qu'il fait respecter la justice. Et en Mmh. fait, on ne peut pas déconnecter la notion d'État de la notion de justice. La Mmh. justice est tout à fait fondamentale. Et donc là, concernant la justice, donc il y a trois strates de la justice. Il y a la justice que j'ai appelée la justice déléguée, donc déléguée au groupement d'intérêt. C'est la justice qui est chargée de réguler les conflits dans le cadre des activités. Donc les activités ont aussi à charge de réguler les conflits qui peuvent être générés par la vie en commun dans les groupements d'intérêt. Ensuite, donc là, vous avez 2 niveaux. Donc vous avez le niveau communal, enfin le niveau le local, et puis le niveau régional. Et vous avez la justice. Le deuxième niveau de justice, c'est la justice retenue. Et c'est la justice retenue dans le cadre du gouvernement, c'est-à-dire l'organisation de tribunaux qui gèrent, qui se fondent non pas sur les règles, la réglementation professionnelle, mais sur le droit du ministère d'à côté, c'est-à-dire une fois que le droit commun a été réélaboré, donc qui gère les conflits exclusivement sous son aspect de droit commun et qui débordent du cadre de conflits professionnels, ou en tout cas de conflits liés à la mise en œuvre des activités. La troisième fonction, le troisième ministère, c'est le ministère qui est chargé de gérer la monnaie. Alors, il faut comprendre que dans la réforme que je propose, et là, on est en cours d'élaboration d'une réforme monétaire profonde, c'est-à-dire que la monnaie sera gérée par les 3 grands groupements d'intérêt, plus un qui sera la gestion gouv, c'est-à-dire toutes les fonctions gouvernementales d'administration, de justice, de retraite, de financement des activités, etc. Non, financement des activités, c'est dans le cadre des groupements d'intérêt, mais tout ce qui est organisation de la gestion des tribunaux, par exemple,
bah, ça sera, disons, seront rémunérés par la monnaie Gouv. J'ai une petite photo sur la monnaie. La monnaie, ça sera le franc, mais qui est divisé en 4 parties. Et ces 4 parties sont gérées donc, par le grand groupement commercial, non commercial, moral et spirituel, et un groupement autonome qui est géré par justement le ministère de la Monnaie, ministère des Finances. Je ne sais pas si tu pouvais, Akina. Sur votre site internet, peut-être, elle y est? Ah oui, oui, bien sûr qu'il y est. Sur quelle En cliquant sur la fonction monnaie, non, fonction sur la monnaie? Ah roue, oui, la roue que vous avez. Oui, la la roue. roue. Voilà. Là, Ouais, il il y a faut un que j'aille mot dans la monnaie. réforme en détail, vue Oui, d'ensemble. c'est ça, vue d'ensemble. Ça charge et donc la Là, la roue, monnaie. monnaie, 14. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez un petit schéma, voilà, qui montre ce qu'est la monnaie. Donc la monnaie, c'est le franc, mais c'est une monnaie composite. Donc qui est composée d'une sous-monnaie d'une sous-monnaie civique, d'une sous-monnaie morale et spirituelle, donc qui finance toutes ces activités. Donc les activités commerciales sont financées par le COM. Les activités civiques qui appartiennent au deuxième grand groupement d'intérêt sont financées par ce grand groupement d'intérêt, et les activités morales et spirituelles par le grand groupement d'intérêt moral et spirituel. Toutes les activités dites de gouvernement, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'administratif, et de la rémunération des maires, des préfets, etc., relève de la monnaie Gouv. C'est une monnaie qui est finalement une monnaie qui est chargée de financer toute la fonction administrative de l'État. Voilà. Donc ces quatre sous-catégories finissent par se réunir pour former le franc. Et le franc est composé de ces grandes 4 sous-catégories. Alors c'est simple à dire comme ça, mais c'est pas si simple à mettre en œuvre parce que c'est très compliqué de gérer une monnaie au niveau étatique. Ça demande beaucoup de suivi. Et par exemple, le suivi de la fonction monétaire dans chacun des grands groupements d'intérêt relèvera de la rémunération sous forme de Gouv. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on revient au gouvernement. Donc, le quatrième poste ministériel, c'est évidemment la gestion des forces de l'ordre. Donc, il y a les forces de l'ordre internes et extérieures, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui relèvent de l'ordre intérieur, donc police, ce qu'on connaît aujourd'hui sous forme de police et de gendarmerie, et puis les forces de l'ordre extérieures qui sont les forces armées. Et enfin, le cinquième poste ministériel, qui est un poste très important, que j'ai appelé le ministère de la langue française, qui sera chargé de réinvestir finalement la vocation première de l'Académie française, c'est-à-dire de réécrire et rendre à nouveau lisibles les règles du français, c'est-à-dire à la fois au niveau syntaxe, au niveau de la fixation du vocabulaire, au niveau grammatical, etc. Parce qu'il y a eu il y a eu une entreprise systématique de sabotage des règles du français qui sont bien entendu dues au principe hégémonique qui s'est imposé à nous. Donc il faut réinvestir notre langue. Et puis ce ministère sera aussi chargé de vérifier les compétences du groupement d'intérêt enseignement, c'est-à-dire établir les règles de base qui doivent être apprises et comprises par tous. Dans l'école à 16 ans, tout le monde doit avoir intégré ces règles. Elles ne doivent pas être très, très nombreuses, mais elles doivent être particulièrement bien intégrées dans chacun des esprits. Et puis, ce ministère aura également en charge de toutes les fonctions de suivi démographique et, disons, de statistiques liées à la population, aux démographies, etc. Donc, nous avons un gouvernement qui est composé de 5 ministres, et au-dessus, nous avons le chef d'État. Et il faut bien comprendre que les grands groupements d'intérêt auront, dans le cadre de l'élection du groupement, de l'élection du gouvernement et du chef de l'État, auront la charge de proposer à la population un membre, donc un ministre et un chef d'État. Et les propositions devront être dûment étayées et disons, les explications devront être données suffisamment tôt à toute la population française avant le vote, c'est-à-dire 1 ou 2 mois avant, que les gens aient bien le temps de s'imprégner de chacune des personnalités.
Chacun des grands groupements aura ses propositions et les Français voteront, quel que soit leur groupement d'appartenance, de façon libre pour les personnalités qui lui sont proposées en fonction des affinités ou pas qu'elles ont avec ces personnalités-là. Et donc, vous comprenez que ça ne fonctionnera pas du tout comme sur le modèle des partis politiques, parce que vous pourrez avoir un ou deux ministères qui est une émanation qui vient d'une proposition du groupement non commercial, par exemple, du grand groupement d'intérêt non commercial, et puis deux autres qui viennent du grand groupement d'intérêt moral et spirituel, et puis un autre qui vient du grand groupement d'intérêt commercial, ou peu importe le mélange qui sera fait, mais en tout cas, ça ne sera pas un des grands groupements d'intérêt qui aura l'exclusivité du choix du gouvernement. Voilà. Super. Et puis, évidemment, les initiatives auront fait l'objet de débats au sein des grands groupements d'intérêt, auront été proposées, seront remontées de la base. En tout cas, c'est les groupements d'intérêt, les petits groupements d'intérêt qui auront qui ont aussi pour mission de faire remonter des personnalités qu'ils estiment très particulièrement compétentes ou particulièrement utiles à la société, qui seront proposées en cadre, par l'intermédiaire de ces grands groupements d'intérêt, à la fonction de ministre. De la même façon pour le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est pareil, il sera proposé, un chef d'État sera proposé par chacun des grands groupements d'intérêt et les Français voteront. Alors, la particularité, c'est que le chef de l'État, il a sous ses ordres 4 secrétairies d'État qui sont finalement c'est pas des ministres parce que les ministres agissent en autonomie, alors que les secrétariats d'État rendent des comptes au chef de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'autorité du chef de l'État. Et dans les grands secrétariats d'État, donc je répète, il y en a 4. Il y a voilà, c'est écrit, c'est dans le chapeau noir, sous le chef de l'État. Donc c'est la fonction 10. Dans la roue, le numéro 10. Ah, sur le site, donc. Dans la roue, dans la roue, dans la roue. Dans la roue, tout à fait. C'est rapide. Ouais. Ouais. Alors, je fais la liste des secrétairies d'État. Donc, il y a le personnel détaché qui inclut à la fois les préfets et les diplomates. Donc, les préfets, c'est la fonction interne. C'est un peu comme les forces de l'ordre. Vous avez une fonction interne et une fonction externe. Vous avez les préfets en interne qui sont des relais, en fait, entre les maires et le chef de l'État, c'est-à-dire des gens qui sont chargés notamment de récupérer les doléances publiques. C'est-à-dire que s'il y a des dysfonctionnements systématiques sur certains groupements d'intérêt ou sur les maires ou sur la gestion d'une commune ou d'une région, eh bien, ça remontera au chef de l'État par l'intermédiaire des préfets, qui sont des sortes finalement de domicile, qui sont des envoyés du chef de l'État dans les territoires pour récupérer les doléances et essayer en tout cas de résoudre des problèmes qui n'auraient pas pu être résolus autrement. Vous avez le recours en équité. Alors ça, c'est le 3e degré de juridiction que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. Donc, je vous ai parlé de justice déléguée, de justice retenue. Mais le chef de l'État a, lui, un dernier niveau de juridiction qui est tout à fait indispensable, à mon avis, pour la paix sociale, qui fait que même si les règles sont justes et si elles ont été bien appliquées, vous pouvez arriver dans certaines situations où des règles justes bien appliquées aboutissent à une situation extrêmement inéquitable pour la personne jugée. Et pour éviter ça, et là, bon, il y aura des filtres, hein, ça ne peut pas être non plus, tous les litiges ne peuvent pas se terminer en équité, mais pour éviter ça, eh bien, il y aura la possibilité de juger en équité, et je précise tout de suite, pour ne pas arriver aux dérives que l'Angleterre a subies, que ce recours en équité ne pourra pas être collecté pour servir de précédent. C'est-à-dire que la justice en équité doit être faite à un moment donné en fonction du cas d'espèce et surtout des contraintes conjoncturelles qui sont propres à cette situation et qui ne peuvent pas être renouvelables et qui n'ont pas à être mises en tant que précédent. Cas par cas. Voilà, cas par cas. Je vais donner un petit exemple parce que effectivement, ça peut paraître un peu abstrait, mais vous comprenez par exemple que une femme qui aura été violentée pendant des années et qui finit un jour en se défendant par tuer son bourreau, eh bien, il serait très inéquitable que cette femme finisse tout le restant de ses jours dans une prison
alors que finalement elle n'a fait que se défendre et qu'en se défendant malencontreusement, disons qu'elle n'a pas eu l'intention de le tuer, mais qu'il est mort quand même. Je donne cet exemple parce que il s'est déjà produit et que effectivement, c'est une situation tellement inéquitable que je pense qu'elle n'est pas favorable à la paix sociale, tout simplement. Mmh. Voilà. Alors, la troisième secrétairie d'État, c'est la secrétairie d'État chargée de la gestion des biens immobiliers relevant du patrimoine national. Donc là, on parle de foncier bâti ou non bâti. C'est-à-dire tous les palais de la nation, je ne sais pas, enfin toutes les forêts, par exemple, qui peuvent être des forêts domaniales. Donc c'est vraiment la gestion du patrimoine immobilier de l'État, c'est-à-dire au niveau national. Et en fait, enfin, la quatrième secrétairie d'État, c'est la gestion des équipements lourds, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'énergie, les voies de circulation, les transits des personnes et des biens, autoroutes, routes nationales, installations portuaires, aéroportuaires, etc. Donc ça nécessite une gestion au niveau national, bien entendu, puisque ce sont des biens qui sont nécessaires à toutes les personnes qui habitent sur le territoire. Et cette gestion, elle doit être faite, elle doit être coordonnée, elle doit être pensée, organisée, et pour ça, elle relève de la compétence du chef de l'État. Voilà. Akina, je ne sais pas si j'ai peut-être pas été complètement exhaustive. Oui, mais après, ce qui est super, c'est que le site est vraiment bien, il est vraiment accessible et assez clair, hein. Moi, personnellement, en préparant l'émission, j'ai vraiment bien compris votre réforme. Évidemment, pas encore en intégralité. C'est quand même une réforme globale et donc, en tant que nouveau Oui. paradigme, il faut le digérer, il faut l'assimiler pour pouvoir le vulgariser et le partager autour de nous. Oui. Mais non, moi, je trouve ça super clair, surtout que ça fait déjà 1h25 qu'on est ensemble. Donc, on va bientôt partir vers la dernière partie pour encourager les gens à agir. Parce que Oui. moi aussi, ça me tient à cœur. Je voulais juste ajouter, Je vous dans en prie. le cadre du changement de paradigme et du ministère de faire le droit, j'inclus évidemment la réforme de l'entreprise dans le contexte exclusif de la participation. C'est-à-dire que toutes les entreprises, d'abord, ça met une fin définitive à tous les énormes conglomérats économiques. Les entreprises ont une taille limitée. Elles peuvent être implantées sur 2-3 territoires, mais pas plus. Et puis d'autre part, elles sont sous forme exclusivement de la participation, c'est-à-dire que à la fois les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail ont le même statut, juridique au sein de l'entreprise et les mêmes capacités décisionnaires. Et ça, c'est une réforme tout à fait fondamentale qui met un terme définitif à tous les abus que nous avons connus en termes d'excès d'intérêts managériaux, d'intérêts des propriétaires de capitaux qui génèrent des managers à leur service exclusif, etc. Et finalement, c'est la collectivité qui perd à tout. Disons, l'entreprise retrouve avec la participation sa fonction d'institution et non plus un contrat. L'entreprise n'est plus considérée comme un contrat de nature privée, mais à nouveau retrouve sa fonction institutionnelle et au service du bien commun, enfin au service commun, c'est-à-dire que l'activité qui est décidée, enfin qui est élaborée par à la fois les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail, participe à la fois à l'intérêt de ceux qui l'ont développé et à l'intérêt du collectif, parce que tout le monde bénéficiera du fait qu'une entreprise est prospère. Beh, merci beaucoup de rappeler ça et de préciser ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde, de monopole, de grands trusts, comme on les appelle aux États-Unis, et c'est vrai que, c'est une problématique centrale dans l'évolution, du siècle dernier. On a vu dans tous les Absolument. domaines de l'industrie, enfin dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est flagrant avec les GAFAM, mais en fait, c'est un processus qui a plus d'un siècle, et donc Bien le sûr. fait de limiter, ces monopoles, ces oligopoles et ces transnationales, c'est un enjeu central aussi, et la gouvernance De dans les l'entreprise. interdire, Oui, pas de les les interdire. limiter. Et Tout à la fait, gouvernance, excusez-moi. ça disparaît. On parle de gouvernement à nouveau, on parle de pouvoir. La gouvernance, c'est une façon de déléguer à d'autres. Donc non, D'accord, donc le on fait supprime ce terme. Tout à fait. Le fait que les travailleurs participent, au gouvernement et un pouvoir dans leurs propres entreprises, c'est aussi, une revendication sociale, de longue date, et ça y répond aussi à travers votre proposition de Mais réforme.
Bien sûr, mais c'est ce que la participation proposait depuis très longtemps. Et je rappelle qu'elle n'a pas pu s'instaurer, et c'est bien dommage parce que ça aurait rééquilibré profondément finalement les rapports de force entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui n'en détiennent pas, pour une raison ou une autre, qui n'est pas forcément une mauvaise raison du reste. Donc je dois dire que ça, c'est tout à fait fondamental également pour la paix sociale. La participation doit s'instaurer et doit supplanter tous les autres systèmes juridiques au niveau de l'entreprise. D'ailleurs, l'entreprise n'aura plus des milliers de formes différentes, elle sera sous forme de participation, un point c'est tout, facile d'accès à tout le monde, elle redevient accessible à n'importe quel Français. Et pour faire la transition aussi, un point qui me tenait à cœur, qui est pensé dans votre proposition de réforme, c'est aujourd'hui les personnes morales, où aujourd'hui de nombreuses entreprises se permettent en fait de faire des choses avec des conséquences sur le vivant ou sur les êtres humains qui sont dramatiques. Mais le Mmh. fait que c'est des personnes morales qui soient devant la justice et que derrière c'est qu'une entreprise qui paye une amende et qu'aucun être humain soit réellement Oui. responsable, et Alors bien au final les justement, personnes morales disparaissent. exactement. Les personnes morales qui n'ont rien de moral, et en fait, ce terme est tout à fait très imprécis pour ne pas dire qui engendre la confusion. Je remplace les personnes morales par la personnalité professionnelle de la participation qui appartient à l'entreprise sous forme de participation. Et effectivement, pour ce qui est des valeurs, la charte des valeurs interdit la commercialisation du vivant, par exemple, toutes sortes de choses comme ça. Et les règles à la fois qui s'imposent en droit civil et en droit pénal seront les mêmes pour les participants à l'entreprise que pour n'importe qui d'autre. Donc, je répète, le droit commun s'appliquera à nouveau. Et ça, c'est un changement radical de paradigme également. Les gens ne comprennent même plus ce que ça peut vouloir dire. C'est tout à fait fondamental. La charte des valeurs réinvestit le droit naturel comme valeur supérieure, comme valeur juridique supérieure. Et donc, en soi, c'est un changement de paradigme. Eh beh, merci. Ça peut paraître complexe, mais vraiment, soyez courageux parce que c'est vraiment accessible. Le site internet, révoludroit.fr permet vraiment de comprendre, plus en détail et plus en profondeur cette réforme. Donc allez le voir et on aura l'occasion potentiellement d'en reparler à nouveau sur le Front médiatique parce que c'est une réforme puissante, qui est impressionnante. Moi personnellement qui depuis, 10-15 ans suis passionné par le monde de la politique et qui suis engagé dans le monde médiatique, eh beh, je trouve qu'il y a une somme de données qui ont été intégrées pour proposer une réforme qui intègre tellement d'enjeux multiples, complexes, imbriqués les uns dans les autres. Vraiment, c'est c'est un travail unique que vous nous proposez aujourd'hui, Ouais. Valérie Bugeaud. Un grand, grand merci. J'aimerais quand même qu'on finisse la fin de notre échange sur l'engagement. Donc peut-être on va quitter le site pour se remettre en grand écran ensemble. Parce que voilà, aujourd'hui, on est trop nombreux à passer du temps et consacrer du temps de recherche, de conversation, à pointer du doigt tout ce qui va mal. On s'amuse ou on s'amuse pas, mais en tout cas, on va essayer de regarder quels sont les intérêts les plus puissants dans notre monde, quels sont les lobbies les plus qui influencent le plus notre monde. Mais aujourd'hui, voilà, on peut faire des constats et faire des diagnostics pendant des années. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous sont proposées, qui sont le fruit d'une longue réflexion, d'une expertise aussi qui n'est pas que la vôtre, parce qu'évidemment, vous avez aussi lu de nombreux ouvrages, d'autres intellectuels, d'historiens, de penseurs. Vous vous êtes fait accompagner aussi, et j'imagine que vous avez échangé ces dernières années avec beaucoup de penseurs et de chercheurs indépendants pour pouvoir construire et co-construire donc avec aussi ces gens qui vous ont entouré cette réforme. Et donc, ce qui est important aussi pour nous aujourd'hui, c'est de faire vivre cette proposition, qui est une proposition Ouais. puissante, en tout cas selon moi, individuellement. Je la soutiens, je l'assume publiquement avec joie et plaisir. Et donc, arrêtons peut-être de mettre toute notre énergie à voir ce qui va mal et à voir pourquoi ça va mal. On ne pourra jamais comprendre l'intégralité de tous les détails du diagnostic à faire, mais aujourd'hui, on a compris les grandes briques et les pierres angulaires du système de domination actuel. Et donc, pour faire vivre cette proposition que vous nous avez présentée aujourd'hui merveilleusement bien, vraiment merci Valérie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment nous, en tant que citoyens, moi, Kina, je peux faire vivre ce projet-là, je peux faciliter le fait qu'il grandisse, qu'il soit plus connu autour de moi et l'expérimenter aussi déjà, vu qu'on a vu qu'il y avait déjà des premières expérimentations possibles avant le fait qu'il soit réellement intégré à l'échelle de la nation. Alors, je vais répondre en deux temps, et le premier temps, ça va être concret parce que je vais répondre Akina. Que peut faire Akina pour participer à cette réforme? Eh bien, Akina peut créer une entreprise. Alors, ça peut être il faut que ça respecte les formes actuelles de l'entreprise. Donc, ça peut être une SAS qui est plus
largement, disons, dans laquelle il y a le plus de marge de manœuvre possible, qui s'inscrit par avance dans le cadre de l'entreprise en participation et donc qui respecte les règles de fonctionnement que j'ai élaborées dans le livre La nouvelle entreprise. Une fois cette activité déterminée en tant que journaliste indépendant, par exemple, média indépendant, journaliste indépendant, une fois cette entreprise élaborée, eh bien, disons, créer un groupement d'intérêt médiatique. Donc, je ne sais pas, plutôt sous forme vidéo. Actuellement, je pense que votre travail au front médiatique, c'est plutôt sous forme de vidéo. Mais ça peut peut-être un jour être aussi sous forme écrite, je ne sais pas. Donc ça, c'est à élaborer plus tard. Mais en tout cas, dans le cadre actuel, eh bien, groupement d'intérêt, médias d'information sous forme vidéo, par exemple. Donc, travailler sur la délimitation du sujet. Ensuite, quelles sont vos contraintes de fonctionnement et qu'est-ce dont vous avez besoin et qu'est-ce que ce dont vous n'avez surtout pas besoin. Donc, élaborer les règles et puis trouver des gens qui viennent participer avec vous au même groupement d'intérêt, c'est-à-dire sur tout le territoire, ailleurs, je ne sais pas, moi, peut-être en Alsace-Lorraine ou, vous voyez, enfin, dans n'importe quelle région, trouver d'autres gens qui viendraient faire vivre avec vous le groupement d'intérêt médias vidéo sous forme d'information. Concrètement, ça peut être ça. Donc, nous avons également besoin d'ambassadeurs. Alors, Akina également, en tant que journaliste, vous seriez les bienvenus en tant qu'ambassadeur de Révolu Droit pour développer la connaissance de cette réforme dans le public, qui est très, très peu, pour l'instant, finalement, pas suffisamment connue et pas suffisamment comprise, parce que comme vous l'avez bien dit, en fait, c'est un changement de paradigme et c'est une réforme qui inclut tellement de concepts variés que les gens sont perdus et n'arrivent pas à se l'approprier. Donc, on a besoin d'ambassadeurs pour leur donner confiance, disons, pour développer la connaissance et donc qui va avec la confiance de façon à réinvestir en fait une vie sociale sur des fondamentaux différents. Donc, on a besoin d'ambassadeurs également. On recrute des ambassadeurs. Et puis, sinon, vous pouvez participer à un collectif citoyen dans le cadre de votre commune ou de votre quartier, si vous habitez dans une grande ville. Vous pouvez aussi, si vous avez des compétences particulières, par exemple dans les travaux publics ou des choses comme ça, participer à la définition plus précise du secrétariat d'État aux investissements lourds, par exemple. Parce que chacun des ministres, des ministères et des secrétariats d'État ont besoin disons, de préciser le contenu, d'avoir un contenu plus élaboré, plus précis. Et pour ça, on a besoin de gens qui ont travaillé dans le domaine en question. Par exemple, je travaillerai volontiers avec des préfets, en tout cas sur l'ancienne mode, c'est-à-dire avant la purge qui a eu lieu dans le corps préfectoral, disons des préfets sérieux anciennement, qui pourraient se reconnaître dans la nouvelle définition du préfet que je donne en tant que sorte de missie dominici et qui pourrait élaborer les règles de fonctionnement du corps préfectoral, nouvelle norme, si je puis dire. Ou exactement la même chose, j'ai besoin de gens qui travaillent sur réinitialiser, élaborer, en fait, c'est trouver quels sont les principes de droit naturel qui s'imposeront au droit positif. Donc là, on est dans le ministère chargé de faire le droit. Les principes de droit naturel, j'en donne un exemple, par exemple, en matière de ressources, enfin, en tout cas de sciences sociales, eh bien, l'existence du contre-pouvoir est inhérent à la démocratie et à la fonction sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société s'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et aujourd'hui, justement, tous les dysfonctionnements viennent du fait que tous les contre-pouvoirs ont disparu. Et donc, l'existence de contre-pouvoirs, ça, c'est une règle de droit naturel, mais c'est une règle qui s'inscrit dans, finalement, les sciences humaines, c'est-à-dire dans la définition de la façon dont la nation doit s'organiser. De la même façon, la monnaie ne doit pas être accaparée dans des mains privées, ce qui est fait aujourd'hui depuis le Moyen-Âge par les banquiers.
Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses à élaborer. Les forces de l'ordre, la réforme des forces de l'ordre, de la même façon, je ne me vois pas faire ça moi-même. Je ne suis pas compétente je n'ai pas suffisamment de connaissances de terrain pour être pertinente sur des sujets comme ça. Donc, j'ai besoin de travailler. En tant que coordinatrice, j'apporterai ma pierre, mais j'ai besoin d'avoir des gens qui peuvent s'impliquer dans des domaines dans lesquels ils ont des compétences particulières. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Akina? Ah, c'est super, mais moi, ce que j'espère vraiment, c'est aussi que les citoyens fassent vivre. Parce qu'aujourd'hui aussi, souvent, on ne sait pas comment agir parce qu'on se sent incompétent, on se sent dépassé, on a Pas l'impression du qu'on est tout. face Tout le monde a à des un compétences, en fait. rouleau compresseur. Alors qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs, il y a des collectifs comme Révolu Droit qui proposent, après, évidemment, il faut donner de son temps, de son énergie, de sa passion et de sa vie. Mais je veux dire, les gens, vous nous avez proposé un travail issu d'un travail de recherche et d'expérience. Et aujourd'hui, c'est un peu comme sur un plateau. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est à nous d'aller chercher ce plateau et de le partager autour de nous, de le faire vivre, de l'animer. Et c'est vraiment Absolument. important parce que souvent, les gens disent, moi, je sais pas quoi faire, je me sens dépassé. Mais aujourd'hui, vous avez des solutions qui vous sont proposées. On vous propose Ah des oui. structures. Il y a des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous donner des conseils, qui vont potentiellement même vous donner des statuts types sur Révolu Droit. J'ai vu qu'il y avait des statuts types si on veut créer une association qui est déposée en préfecture. Donc, il y a tout un écosystème qui nous permet aujourd'hui, en tant que citoyens, d'arrêter dans la posture de subir, d'être à genoux et d'être enfin acteur de la cité. Et c'est vraiment une des clés de la ligne éditoriale du Front médiatique. Et donc, ça me fait plaisir de vous avoir accueilli cet après-midi parce que c'est vraiment au cœur de l'objectif final de notre média. Notre média n'a pas vocation enfin, j'allais dire, il a presque vocation à disparaître, en fait. Il est né d'une guerre contre les peuples et d'une société violente à tous les étages et destructrice du vivant. Le but, c'est de construire une société apaisée, fraternelle et démocratique. Et bien, après, on aura besoin aussi de médias après Révolu Droit ou d'autres réformes qui iraient dans ce sens-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un message que je passe à toute la communauté qui nous écoute en direct ou plus tard en rediffusion. Vraiment, aujourd'hui, quand on vous offre et quand on vous propose des solutions aussi puissantes, allez les creuser. Soyez convaincus par vous-même parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir si de manière individuelle, avec votre souveraineté personnelle, vous êtes convaincus par cet outil et cette réforme qui nous permettrait vraiment de franchir un cap, changement de paradigme, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et donc, ben voilà, moi, c'est mon appel. Et j'apporterai ma pierre à l'édifice avec le Front médiatique avec grand, grand plaisir. Et il y a même une petite carte, par exemple, sur votre site internet qui commence à identifier les différents groupements, les différents collectifs qui sont en train de se former. Absolument. Et donc, faisons vivre ensemble cette réforme, construisons ensemble ce nouveau paradigme, arrêtons d'être simplement sur les constats, sur les diagnostics, sur le négatif et devenons des bâtisseurs du monde de demain. Moi, en tant que personne formée dans le monde du bâtiment, ben, je suis heureux d'être un des bâtisseurs du monde de demain, en tout cas. Je vous laisse un petit mot de la fin, Valérie. Oui, je voulais terminer en demandant aux gens finalement de reprendre confiance en eux parce que les gens n'ont pas confiance en eux, ils pensent qu'ils n'ont pas de compétences. Personne n'a pas de compétences. Tout le monde a acquis au cours de sa vie des compétences. Et il faut juste savoir les mettre en œuvre. Et je dirais que même des gens qui n'ont pas de métier, par exemple des parents au foyer, eh ben, peuvent se réunir dans le cadre d'un groupement d'intérêt parents au foyer. Et ça, c'est important de comprendre que chaque activité humaine a sa place dans la réforme des institutions. Il ne s'agit pas de réserver des places à certains et pas à d'autres. Tout le monde doit trouver sa place, il faut juste arriver à la déterminer. Voilà. Merci. Et ça me fait penser. Reprendre confiance en soi. Reprendre confiance en soi et ça va élargir la valeur qu'on donne aux choses parce qu'aujourd'hui, dans le monde marchand, on valorise uniquement ce qui est commercial. Et j'avais lu un livre il y a quelques années qui rappelait qu'il y avait 2,5 PIB français, donc 2 fois et demi la richesse qui est soi-disant calculée, qui était en fait cachée à travers le don, la générosité, l'entraide entre voisins, entre amis, en famille. Et donc, il en faut fait, ça va. sortir de ce tout commercial qui est vraiment une imposture, une malversation, une escroquerie universelle. Merci pour ce mot de la fin. Merci à la communauté d'être présent aujourd'hui avec nous. Vous pouvez nous retrouver en podcast dès la fin de journée avec tous les liens sous la vidéo. Merci. C'était à Valérie Bugot vraiment d'avoir pris ce temps-là. Merci à Révolu Droit et on va faire vivre avec le Front médiatique, avec vous et toute cette communauté qui grandit, cette réforme des institutions pour construire un monde plus merveilleux à son image d'ailleurs parce que la beauté de ce monde est malheureusement là et c'est nous les êtres humains dans nos structures sociales et politiques qui détruisons la beauté de ce monde. Voilà, belle soirée, enfin belle fin d'après-midi à vous Valérie Bugot. Merci beaucoup Akina et au plaisir et on vous attend sur Révolu Droit. Au moins en tant qu'ambassadeur.
Ah beh, j'y Ah serai. oui, en tant que groupement d'intérêt aussi. J'ai mis mon petit post-it et il ira à la poubelle que quand ça sera fait. Merci beaucoup. C'était Merci Valérie Bugot Tina. et Akina sur le Front Médiatique. Belle journée. Merci. Au revoir. Merci pour votre Merci. invitation. Merci.